Bonjour à tous, il est 7 heures et bienvenue dans Bonjour Omerta. Ce matin, je reçois Georges Kuzmanovic pour réagir à l'actualité de la mort de Quentin et de la montée de la violence de l'extrême gauche, puisqu'il va revenir sur l'époque où il était engagé aux côtés de LFI et où il a lui-même été victime de violences antifascistes. Monsieur Kuzmanovic, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Bonjour Madame Perron, merci à vous. Alors, si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour réagir à une actualité tragique, notamment à la mort de Quentin, mais surtout à l'augmentation de la violence de l'extrême gauche qu'elle représente. Donc on se retrouve aujourd'hui pour réagir à ça, mais aussi pour parler un peu de votre passif au sein de la France Insoumise et des évolutions que vous avez pu constater durant ces dernières années. Alors pour commencer, vous avez vous-même été victime de violences Antifa il y a quelques années. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette histoire, nous donner le contexte et nous raconter ce qui s'est passé concrètement ? On est en janvier 2020. C'est une des manifestations contre la réforme des retraites qui a été imposée par Emmanuel Macron. Donc manifestation classique à Paris, beaucoup de syndicats. Et comme dans la plupart des manifestations maintenant de gauche, depuis quelques années, on a la présence d'éléments gauchistes, soi-disant antifa, black bloc ou pseudo-black bloc, qui perturbent la manifestation. Donc nous, donc à ce moment-là, je suis président de la République souveraine, ce qui n'est plus le cas, je rappelle. Maintenant, je suis rédacteur en chef de Fréquence Populaire. Et donc là, en ce moment, pendant qu'on on se parle, on a une de nos émissions qui tourne en même temps. Bon, voilà. Donc on installe un barnum, comme ça se fait, les partis politiques installent des barnums pour distribuer des tracts. Et nous, on est évidemment en accord avec les manifestants qui sont diverses. Puisque, si je me souviens bien, 90% des actifs étaient contre la réforme des retraites et 72% des Français. Donc il y a différents courants politiques qui sont représentés. Et nous, on représente la gauche républicaine. Donc on a un Barnum, et puis entre autres choses, c'était dans la foulée des Gilets jaunes, j'avais accroché mon gilet jaune de tous les actes auxquels j'avais participé, donc il y avait tous les actes, et dessus il y avait mes décorations militaires. Donc je vous dis ça parce que ça m'a un peu agacé, parce que j'ai perdu il a été volé dans l'altercation. Et donc on pose notre Barnum, et à un moment la manifestation arrive, et il y a un journaliste qui me dit attention, il y a des antifas qui sont là, ils vous aiment pas, ils vont vous attaquer. Je dis bon, enfin, juste à côté de nous, il y a un escadron de gendarmes mobiles, hein, vraiment à 50 mètres. Et on se dit bon, ok, ils nous aiment pas, on les aime pas beaucoup, mais on va pas attaquer à 50 mètres de gendarmes mobiles quand même. Et c'est important parce que je pense qu'il y a des consignes qui sont données. Que je sais, c'est évidemment que cette extrême gauche-là est violente et dangereuse, mais on la laisse beaucoup faire. En tout cas, le pouvoir politique la laisse beaucoup faire, en particulier le pouvoir macronien. Et ils arrivent et puis commencent à nous discuter avec nous, un peu violemment. Je me souviens d'une étudiante en histoire qui me hurlait que c'était horrible, nous avions un symbole pétiniste sur notre Barnum. On n'est pas très bien de quoi elle parlait. Elle montrait la cocarde, en fait, la cocarde de la France. Et je dis non, c'est un symbole de la République française, ça vient de la Révolution. Donc je discute gentiment. Ça se trouve sur tous les bâtiments publics. Hein. C'est pas des symboles fascistes. Si, si, c'est symbole de Vichy. Et ça part en vrille, ce qui nous reproche d'être contre l'immigration, de pas contre l'immigration, mais pour la régulation de l'immigration. Enfin bon, de toute façon, ça n'a aucun sens. Ils voulaient en découdre. Bon, puis à un moment donné, il y en a un qui sûrement fait un signe et puis ils se lancent vers nous. Ils sont 50, 60, hein, on est quatre. Oui. Voilà, moi je me prends un coup de poing. J'ai failli riposter, je ne l'ai pas fait pour éviter euh,
les choses peuvent se passer mal. Je suis assez solide, comme si je donne un coup de poing. Et celui qui m'a frappé, c'est comme souvent maintenant dans cette ultra-gauche, c'est des gens très très fragiles physiquement, ils sont un peu maigrelets, mais beaucoup d'entre eux, hein. Mais s'agite en bande. Bon. Et je sais quel peut être l'effet d'un coup de poing bien placé. Bon voilà, on se prend des coups, le barnum est déchiqueté, ils partent avec, ils partent avec ce qu'il y a dedans, tous les tracts et euh, et mon gilet jaune, ce qui m'a beaucoup agacé. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à ce moment-là, la France insoumise, en particulier Madame Clémence Guettet, nous soutient publiquement. Ils font des tweets en disant c'est inadmissible, c'est inacceptable. Et en fait, c'est parce que la France insoumise, que j'avais quitté 2 ans avant, était en mutation. Alors, la mutation est complètement accomplie, mais en 2000, vous voyez, ils trouvaient encore ça inacceptable. Hmm. Donc vous aviez eu du soutien à l'époque. Pardon? Vous aviez eu du soutien du coup à l'époque qui... Des gens de Julien Aubert, enfin des gens de gauche, de droite, des gens trouvaient que c'était pas normal qu'on ne puisse pas participer à une manifestation, C'est évident. tout simplement. Voilà. Et c'est bien ça un des problèmes qu'on a avec ces gens-là. Hmm. Et comment elle s'est terminée, cette affaire? Est-ce que justement les personnes qui vous ont agressé, elles ont été identifiées, condamnées? Enfin, comment ça s'est Non, déroulé après? il s'est rien passé. Je vous dis, ce qui nous a un peu surpris, c'est que les gendarmes mobiles qui étaient là n'ont rien fait, ont vu que ça s'envenimait, ont vu qu'ils nous attaquaient, et quand tout était détruit, que on avait pris quelques coups, à ce moment-là, ils ont chargé. Hmm. Bah, Clairement, ils attendaient que, ouais. que ces gens-là fassent quelque chose pour eux-mêmes entrer en action. Et c'est un mode opératoire assez détestable parce que là, on parle de la violence de l'ultra-gauche, d'une certaine ultra-gauche. Ok, bon, d'abord, il y a une violence d'ultra-droite aussi. Il y a des militants, plusieurs militants de gauche ont été tués, hein, et comme ce pauvre Quentin à Lyon, là, récemment, mais il y en a d'autres qui ont été tués ailleurs. On a fait moins les choux gras. Mais par des petits fascistes, en fait, parce qu'en réalité, c'est ce qu'ils sont. Ce sont des gens qui ne supportent pas que des gens ne soient pas d'accord avec eux. Donc, qui sont contre toute expression démocratique, c'est-à-dire toute expression euh, alternative à la leur. C'est très exactement ça le fascisme. Bon, c'est un côté, j'allais dire drôle, mais surtout pathétique et tragique, c'est qu'ils se définissent comme antifascistes, en agissant comme des fascistes. Euh, je dis ça parce qu'ils sont quand même très instrumentalisés, ces gens-là. Et je pense, vous voyez, ce qui nous est arrivé à nous est arrivé à très grande échelle au moment de la loi El Khomri. Je pense à cette grande manifestation. Alors là, on est en 2016, je suis encore à la France Insoumise et je m'occupe en particulier du service d'ordre, pour le coup. Et dans cette manifestation, je suis en charge du service d'ordre volant. C'est-à-dire ceux qui sont autour pour vérifier en amont s'il y a des problèmes. Et donc, on est là bien en avance à la manifestation qui se prépare à Port-Royal. Elle va descendre jusqu'à la Seine. Bon. À Port-Royal, à Paris. Et là, ça semble clairement des Black Blocs. C'est-à-dire des jeunes gens habillés en noir, avec des Rangers noirs, des Doc Martens, des cagoules, des sacs à dos, d'où dépassent des barres de métal, des battes de baseball, des chaînes ou des sacs remplis de trucs. Bon, visiblement, hein, c'est pas une œuvre de charité pour aller, ou je sais pas, des jardiniers. C'est clair et net. Et puis il y en a 10, puis 20, 30, 40, 200, 300. Moi, je me souviens, j'étais allé voir un capitaine de police et je lui dis, mais vous voyez bien, ils se rassemblent, là, vous faites quoi? Il m'a pas répondu. Hmm. Je vous dis ça parce que ils se sont mis devant un très très beau cortège et euh, euh, de Français, de citoyens, de syndicats opposés à la loi El Khomri, et ils étaient devant la manifestation. Et en fait, les forces de l'ordre, à l'époque, c'est M. Cazeneuve qui était ministre de l'Intérieur, ou était Premier ministre, je ne sais plus déjà, les ont emmenés de Port-Royal jusqu'au bout de la manifestation, sans jamais les mettre de côté, ce qu'ils auraient dû faire, mais en les maintenant à aller 100 mètres devant la manifestation normale, j'allais dire, euh, euh,
Et bien évidemment, tout ça a été filmé. Hmm. Il y a eu une très très longue pause imposée par les forces de l'ordre. Quand je dis forces de l'ordre, c'est pas les policiers ou les gendarmes, ils ne décident rien du tout. Je parle des autorités et des autorités politiques devant l'hôpital Necker. Et c'est là qu'il y a eu les exactions, des attaques, y compris, j'en étais témoin parce que je l'ai filmé, j'ai toujours les films, de gens qui sortaient habillés comme ces casseurs, comme ces Black Blocs, des rangs de la police, et qui bon, ont envenimé les choses. Hmm. Au point où on a interviewé des CRS, ils ne comprenaient pas. Au bout de plusieurs heures, ils avaient les yeux en larmes même parce qu'il y a tellement d'acrymogènes. Et ils disaient, mais on ne comprend pas, on ne les a pas poussés sur le côté et puis on les arrête. Et Hmm. le soir, M. Cazeneuve est à France 2 ou à TF1 et dit c'est inadmissible, ces gens qui manifestent contre la Khomri, regardez, ils se sont attaqués à l'hôpital Necker. Alors il associe là tous les manifestants, donc ça n'a rien à voir, et il ajoute quelque chose qui est, enfin, qui est une manipulation politique insupportable. Et il dit vous rendez-vous compte, c'est là que se trouve l'enfant des deux policiers qui ont été assassinés par un djihadiste en Yvelines. Je ne sais pas si vous vous souvenez, voilà. Et ça, on le voit régulièrement. Pourquoi je vous dis ça, c'est que ce qui est tragique, c'est que cette ultra-gauche, ça m'agace beaucoup de dire que ce sont des gens de gauche, euh, ces gauchistes et ces gens très violents, que ce soit des Antifa, des Black Blocs, euh, sont toujours utilisés comme élément antisocial. Hmm. Manifestation du 1er mai 2018. J'y étais, vous savez, c'est la manifestation, enfin, c'était à ce moment-là que M. Benalla trouvait que c'était une bonne chose de tabasser des gens déguisés en policiers. C'est important de le rappeler parce que la violence ne vient pas que de l'ultra-gauche, de l'ultra-droite, elle est venue du pouvoir aussi. Ça a commencé avec cette affaire. Mais pour revenir à ces gens-là, c'est pareil. Ils sont assemblés, on les voyait. 1er mai, 1er mai, c'est fête du travail, c'est des manifestations organisées par les syndicats, il y a plein d'enfants, il faisait beau, évidemment. Et je ne sais pas pourquoi, les Black Blocs d'Europe ont décidé de se réunir à ce moment-là en France. Et ils se mettent dans une nasse eux-mêmes. Ils se mettent sur le pont d'Austerlitz, à Paris. Un pont, c'est vraiment le pire endroit pour s'installer, puisque il y a, il y a un début et une fin, et puis pas beaucoup sortir. Et ils restent là pendant des heures, insultant les policiers, faisant des petites expéditions pour casser un McDonald's, un magasin de ceci ou de cela, des abribus, euh, conchiant la police, leur lançant des choses, et puis il ne se passe rien, au Hmm. point où le 1er mai est annulé quand même. Ouais. Euh, Ce sont des choses qui vont se répéter au moment des Gilets jaunes. C'est des Français qui venaient de, vous connaissez les Gilets jaunes, toute la France, personne n'a de casier, c'est n'est organisé ni par Mélenchon, ni par Marine Le Pen, ni par Poutine, ni par personne, c'est spontané, et ça inquiète très très vite le pouvoir parce que ça se rassemble partout en France. Et puis il y a des actes, des manifestations à Paris, et au bout de quelques manifestations, tout à coup, enfin apparaissent ces Black Blocs qui enveniment considérablement les choses et jette l'opprobre sur un mouvement des Gilets jaunes qui était largement soutenu par la population française. Et ces gens-là sont rarement arrêtés. C'est Hmm. assez étonnant, hein. Les Gilets jaunes, il y a eu beaucoup d'arrestations. Mais les Black Blocs, encore une fois, c'est facile de les voir en manif. Ils ont un accoutrement, il y a des brigades volantes, il y a tout ce qu'il faut pour les arrêter. Et la raison pour laquelle, et c'est là bon, je fais un très long développement, excusez-moi, mais Non, mais c'est euh, important. c'est ça qui est intéressant, c'est que ce sont des fils et parfois des filles de grands bourgeois. Hmm. Ce sont des gens qui s'imaginent être à la pointe de la révolution prolétarienne mondiale, pour certains, qui ont des élucubrations théoriques qui n'ont aucun sens. Pour la plupart, sont des bourgeois. Pour la plupart, sont
des gamins de magistrats, de députés socialistes, de députés, enfin pardon pour les socialistes, mais bon, de députés de gauche, des fils à papa, des fils de patrons, des fils de professeurs d'université, et ils vivent en général dans les quartiers très aisés. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ils sont jamais poursuivis. On le voit dans les arrestations de ce qu'on sait de ceux qui ont été arrêtés pour le moment et qui sont poursuivis dans le cas de la tragique mort de Quentin. Hein, vous voyez, c'est pas des gens qui viennent de citer. C'est très amusant parce qu'ils sont tous antifa, ils luttent tous pour les droits, pour l'intégration, contre le racisme, et c'est toujours des blancs et c'est toujours des bourgeois, ou quasiment toujours. Et donc, je crois que c'est exactement le cas à nouveau à Lyon. Alors peut-être qu'on pourra revenir là-dessus, mais voilà. Et je dis ça parce que c'est ce qui est assez ennuyeux, c'est qu'ils servent principalement, en étant soi-disant de gauche, à discréditer les mouvements sociaux. Oui. Oui, bah, puis vous avez très justement parlé de l'influence politique sur tout ça, sur le fait que ça puisse aussi envenimer les choses, la situation. Justement, quel regard est-ce que vous portez sur la responsabilité d'un leader politique, par exemple comme Jean-Luc Mélenchon actuellement? Comment ces discours influencent-ils le comportement des militants et cet encouragement quelque part de la violence, puisqu'il peut lui-même avoir des discours violents? Encore une fois, j'insiste sur le fait que, on va parler de Mélenchon, mais moi, ça m'ennuierait même s'il faut mettre la responsabilité sur quelque chose qui est totalement hors de contrôle à la France insoumise, mais ce serait assez injuste, je pense, de mettre la responsabilité exclusive sur Jean-Luc Mélenchon, encore une fois, quand il y a tant d'usage de la violence par le pouvoir en place, je pense à la répression des Gilets jaunes, et l'instrumentalisation maintenant, depuis de nombreuses années, de ces éléments d'ultra-droite. Ils sont parfaitement connus des forces de l'ordre, et compte tenu des endroits d'où ils viennent, il suffirait qu'il y ait un petit frottage d'oreilles de la part de papa et des services d'ordre pour qu'ils arrêtent leurs conneries. Euh, Maintenant, Jean-Luc Mélenchon a complètement changé à partir de 2017-2018 d'orientation politique et il théorise que nous sommes en situation pré-révolutionnaire. Donc il revient un peu à ses amours d'antan quand il était lambertiste, quand il était dans une organisation trotskiste qui était elle-même réputée pour être assez combative dans les affrontements de rue. Ce qui nous ramène un peu à l'histoire parce qu'on a l'impression que les choses arrivent comme ça de nulle part, parce qu'on met beaucoup le focus sur ce qui s'est passé à Lyon. Mais Jean-Luc Mélenchon a un certain âge et vient d'une époque où les affrontements de rue après 68 étaient quand même très importants. Moi-même, j'en ai fait, parce que j'étais au lycée Montaigne, et le lycée Montaigne, il est rue Auguste-Comte, à Paris, c'est-à-dire collé quasiment à Assas, où à l'époque, le GUD était en force. Et le GUD, qui n'est pas une organisation trop d'extrême gauche, attaquait violemment le lycée. Mais les profs qui barricadaient les portes, on était dans une autre dimension. On avait des combats de rue, dans la rue. C'était l'époque où il y avait des Redskins, enfin, bon, ça c'était après, c'est les années 80 et 90, mais lui, il vient d'une époque, dans les années 70, où la Ligue révolutionnaire a été dissoute après les manifestations de 1974, où il y avait des affrontements de rue, avec des gens qui venaient avec des battes de baseball en manif, avec des casques. Bon, voilà. Donc, voilà, ça doit avoir une petite influence sur Mélenchon. Mais il théorise le fait qu'on est dans une situation pré-révolutionnaire et que, eh bien donc, la solution aux crises que connaît notre société ne peut venir que d'actes révolutionnaires, que ça vienne des cités ou d'ailleurs. Voilà. Donc, évidemment que ça va encourager, ce genre de comportement. Mais peut-être plus que le discours de Jean-Luc Mélenchon et de la France insoumise, dont on doit souligner quand même le caractère schizophrène,
parce que Madame Mathilde Panot, qui, rappelons-le, répète régulièrement que la police tue, s'étonne que la police ne soit pas venue s'interposer entre les manifestants Némésis et, la, la, et le meeting de Madame Rima Hassan à Sciences Po. Voilà, donc, si j'entends bien, Madame Panot souhaiterait que les policiers protègent les meetings de la France Insoumise à Sciences Po. Voilà. Les gens qui tuent, considèrent que les policiers tuent, c'est paradoxal pour le moins. Mais le problème principal, c'est que changeant de paradigme, et quittant les principes républicains, Mélenchon s'est de plus en plus tourné vers des groupes qui soient idéologiquement, je pense, aux décoloniaux, soit sur les questions de violence, et je pense aux organisations comme la Jeune Garde, sont, eux, depuis longtemps, n'ont jamais été dans les cadres républicains. Et c'est des associations qu'il a voulu, dont il paye le prix aujourd'hui, dont il va payer le prix, je pense, longtemps. Voilà. Donc le discours compte, mais c'est plus ces accords qui ont été passés et le poids qui a pu être accordé à ces gens-là, et pas que par Mélenchon, mais dans toute la gauche. Je vous rappelle comment Monsieur Arnaud, donc le député de la France Insoumise, euh, fondateur et chef de la Jeune Garde, et dont l'assistant parlementaire a été arrêté, a amené ses troupes devant la grande scène du débat à la fête de l'humanité pour quasiment empêcher un débat, parce qu'ils sont antifascistes, en faisant scander complètement excité avec son micro à plusieurs centaines de personnes, donc de ses militants, puis des autres qui sont embarqués dans le mouvement de foule, sommes tutti antifascisti. Pour un débat où le pauvre Ruffin ne pouvait pas s'exprimer, parce que mon Dieu, Ruffin, qui évidemment est une graine de nazis, enfin d'extrême droite, je ne sais pas, pour ces gens-là, on est très très vite fasciste, hein. Donc ils considèrent que Ruffin est je crois, néo-nazi ou fasciste, parce que Ruffin a fait posé quelques réflexions sur les problèmes ressentis d'insécurité ou les problèmes liés à l'immigration par les catégories populaires françaises. Et bien ça, c'est un fasciste. Et donc, ils utilisent des méthodes de fascistes pour l'empêcher de parler. Et ça, tout le monde a laissé faire. A laissé faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et en fait, ils se sont installés. Ils se sont installés dans certaines organisations de gauche, y compris à devenir parlementaire, comme M. Arnaud. Et c'est sûrement, en dehors du discours de Mélenchon, c'est ça la faute principale. On a bien évidemment abordé l'influence politique, vous avez également parlé de l'éducation, des personnes qui emploient cette violence dans les rues. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs décisifs qui favorisent cette forme de radicalisation et de tolérance envers la violence? Mais je crois qu'on est dans une société violente, en fait. Enfin, qui le devient de plus en plus. Je crois que malheureusement, les cadres républicains et les cadres sociaux craquent, et pas exclusivement de la faute de M. Mélenchon, loin de là. On a une société où de plus en plus de jeunes, alors encore une fois, pas ces jeunes-là, parce qu'ils viennent pour la plupart de milieux bourgeois et qui font Sciences Po. Donc, mais beaucoup de jeunes ont des problèmes d'accès au logement, d'accès à l'emploi, et quand ils ont accès à l'emploi, un emploi stable, puis quand ils ont accès à un emploi stable correctement rémunéré, et puis que les correctement rémunérés, suffisamment rémunérés pour fonder une famille. Bon, ça fait beaucoup d'étapes, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de soucis du côté de la jeunesse. On a un effondrement des services publics, une colère agricole qui dure depuis des années et des années, avec un mal-être de vivre tel que 2 personnes par jour se suicident, 2 agriculteurs par jour réussissent à se suicider. Des destructions de notre capacité industrielle, des régions entières de France qui sont littéralement abandonnées. On a les tensions internationales, un stress permanent, on a
On a, du fait du chômage, d'une immigration incontrôlée, de l'abandon des services publics et des instrumentations politiques, des quartiers qui sont complètement laissés à l'abandon. Certains ont théorisé ça avec les quartiers perdus de la République. On voit se développer des mafias tellement puissantes qu'elles défient l'État quand même. Ça menace des agents d'État jusqu'à dans leur lieu de domicile. Je pense au personnel pénitentiaire, s'attaquent aux prisons en signant. C'est délirant, en vrai. Euh, on a une violence de plus en plus importante dans le milieu scolaire je parle de la petite, je parle de pas l'ultra-violence, mais les petites délinquances, les petites incivilités qui sont plus punies. Il y a plus de, il y a plus de, il faut pas cours de politesse dans nos sociétés. Euh, une permissivité est telle que les cadres moraux s'effondrent dans un contexte de crise économique et géopolitique. Et en général, tout ça ça fait mauvais ménage. Ça mène à plus de violence. Euh, et puis, je crois qu'il y a une forme d'intolérance maintenant totale chez une partie de certains jeunes à gauche. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des gens qui sont issus de la gauche française ou européenne, et d'histoire du mouvement ouvrier. Ce sont des jeunes, encore une fois, bourgeois, ou des classes intellectualisées plus, qui sont influencés très fortement par la gauche américaine. Mm. Ils ont des préoccupations de gauche américaine, c'est-à-dire les questions de wokisme, de communautarisme, d'identité de ceci ou de cela, voilà, de surprotection de chaque mini-droit individuel. Et la gauche américaine, comme l'ensemble de la société américaine, est messianique politiquement. C'est toujours une vision messianique, c'est-à-dire que c'est pas des gens très adaptés à vivre. C'est des gens qui veulent vaincre et écraser les autres par leur théorie, quel que soit le délire d'ailleurs de ces théories aux États-Unis, de droite ou de gauche. C'est bien de ce pays que viennent les dérives les plus incroyables par rapport à la science. Comme à droite, c'est tout le mouvement qui va soutenir Trump, qui est créationniste, qui considère réellement que la Terre a été créée en 7 jours et qui impose l'enseignement du créationnisme à égalité avec l'évolutionnisme. Une négation de la science. Hein. À gauche, ça va être des gens qui nient la biologie. Non, surtout pas. Il y a des hommes et des femmes, euh, mâles et femelles, il n'y a pas de distinction biologique. Je parle des plus délirants. Bah oui, voilà. Bah, quand vous êtes influencé par ce courant de pensée messianique, vous ne tolérez pas beaucoup les oppositions. Mm. Et d'autant plus qu'ils se drapent à gauche, pour le coup, dans la satisfaction d'être dans le camp du bien, ce qui justifie évidemment d'être encore plus violent. Car je pense que c'est ce qu'ont dû se dire ces jeunes gens qui ont tabassé ce pauvre Quentin. Ils ont Mm. dû le faire, pas en se disant que c'était crapuleux, mais en se disant qu'ils faisaient un acte vraiment révolutionnaire, quelque chose de très très bien, puisque celui qui est au sol, là, qu'on peut taper même au sol, est tellement méprisable. Et pourquoi il est méprisable? Eh ben, parce que c'est un fasciste, c'est quelqu'un de droite, c'est quelqu'un qui a des idées qui ne sont pas les nôtres, donc on peut le tabasser. Voilà, c'est ça le mécanisme qui mène à ça, et malheureusement, c'est quelque chose qui se développe. Et je pense que va continuer à se développer. Ouais, vous pensez qu'on est plus sur le chemin de l'aggravation de la violence que sur un retour au calme pour le moment? Oui, puisque les conditions qui amènent sont toujours là et que les mesures ne sont pas réellement prises par les pouvoirs publics pour contrer en tout cas, quand on parle de ces groupes-là dits ultra-gauche, Antifa, Black Bloc, bah oui, oui, je pense, ça va continuer à se propager. Mm. Vous voyez l'effet, vous avez l'indignation publique, vous avez des gens qui sont compatissants, bon, c'est la réaction normale, on va dire. Mais très à droite, il y en a qui en profitent politiquement, qui enveniment tous les jours le débat, et puis d'autres, de l'autre côté, et qui, certains, jusqu'à attaquer beaucoup de, 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 de sièges
le mot m'échappe, représentation des députés de la France insoumise, au point que certains ont dû demander la protection de la police. Encore une fois, c'est assez amusant. Euh, mais de l'autre côté, vous avez la FI qui double la mise. Quoi? C'est nous qu'on attaque, nous sommes les victimes, et au lieu de choisir la voie de, je sais pas, de la contrition, on s'excuse, je vais trouver une manière de faire amende honorable, c'est l'inverse. Ils se sentent pas responsables, les responsables, c'est les autres. Donc ça va participer à aggraver les choses, évidemment. Eh ben, Monsieur Kuzmanovic, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et de nous avoir partagé votre expertise. Et puis on espère vous revoir prochainement sur Omerta. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à lundi pour un nouvel entretien avec une nouvelle thématique. En attendant, je vous souhaite à tous un excellent week-end. À lundi.